handi-escalade, quelle place pour la diversité de nos grimpes. Donc on a 3 invités aujourd'hui pour parler de ça, et je serai chargé de répartir la parole et de relancer le débat. Alors pour commencer, selon la tradition, je vous invite à vous présenter. Voilà, votre nom, en quelle qualité vous venez, quelle expérience vous avez de l'handi-escalade ou de thèmes y ayant trait. Philippe, si tu veux commencer ? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Philippe Lyotard, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, sur le campus, juste derrière nous. Et moi, je travaille plutôt sur la question de la sociologie et de l'anthropologie du corps et du sport. Et c'est à ce titre que j'ai croisé, même si je ne suis pas spécialiste, la question de l'escalade et du handi-escalade, notamment par la question des discriminations, la question des corps différents, la question de l'accessibilité également. Donc, c'est des choses qu'on va discuter tout à l'heure. Et puis, l'idée peut-être qu'on pourra développer, c'est aussi autour de tout ce qui est la question de la culture. Par exemple, c'est quoi une culture de la grimpe ? C'est quoi une culture inclusive de la grimpe, etc. Merci. Hugues, je vous invite vraiment à garder le micro collé contre le menton, c'est la meilleure manière de se faire entendre. D'accord, bonjour. Donc Hugues L'Hôpital, moi je suis enseignant en activité physique adaptée. Je suis responsable de club et impliqué à la Fédération française de la montagne escalade et auprès de la Ligue handisport sur des projets de développement justement d'handi-escalade. Et je mène une recherche dans le cadre d'un doctorat à l'Université Lyon 1 justement sur le processus d'innovation sociale qui représente les handi-escalades aujourd'hui sur le territoire lyonnais. Bonjour, Yves Le Bissonnet. Donc, moi, je suis grimpeur depuis l'âge de 14 ans, handicapé, donc amputé d'une jambe depuis l'âge de 17 ans. Et depuis, j'ai continué à grimper, un peu sous toutes ses formes, surtout en amateur, mais aussi un peu comme encadrant dans le cadre du handisport. Et puis, j'ai participé quelque temps aussi aux compétitions d'escalade du circuit international. Voilà. Et je continue à grimper. Et ton métier est géologue. Alors, je suis par ailleurs géologue et donc très sensibilisé au milieu naturel, à l'environnement. Et pour moi, la grimpe, c'est aussi être dans la nature. Donc on va commencer par parler de cet objet qui est l'handi-escalade et qui est présent sur 3 grands domaines. Celui de la compétition qui est peut-être pour vous le plus visible, le plus médiatisé, mais aussi ce que c'est dans la grimpe dite, enfin moi ce que je vais appeler la grimpe sociale, c'est-à-dire la grimpe en club, la grimpe dans des salles d'escalade, la grimpe en falaise bien sûr, et puis le handi-escalade dans le médico-social, c'est-à-dire l'escalade qui est utilisée comme un outil pour se réapproprier son corps, pour faire de la rééducation, ce genre de choses. Donc je propose qu'on commence sur le milieu de la compétition. Yves, c'est un milieu que tu as vu naître, que tu as participé à construire ? Alors oui, j'ai participé donc aux premières compétitions du circuit international il y a 7-8 ans à peu près. Et j'avoue qu'au départ, j'étais pas du tout dans cette approche compétition. J'étais même vraiment contre et j'y croyais pas du tout. Pour dire vrai, je pensais pas qu'il y avait un public handicapé suffisant pour nourrir en fait un circuit de compétition. Finalement, je me suis un peu trompé de ce point de vue-là parce que ça tourne, ça continue à tourner. L'équipe de France, elle se renouvelle même. Donc voilà, ça existe, mais pour moi, c'est une pratique très très particulière et un angle, une approche, disons, très spécifique de l'escalade. Donc ce qui m'intéresse beaucoup dans la compétition, c'était l'idée de progresser, de rencontrer du monde, essentiellement d'autres personnes handicapées, et échanger sur les solutions, voilà, comment on fait face aux problèmes, comment on adapte le matériel. Donc voilà, c'était surtout ça, beaucoup plus que de faire compétition. En même temps, voilà, ça a été sympa à une époque, et puis il y a des gens à qui ça permet de rentrer dans l'escalade. Moi, j'avais la chance d'avoir pratiqué avant, et dans le milieu naturel et en loisir, et donc voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même d'être dans la nature avec des amis et de grimper un peu partout. Tu es plutôt ce qu'on appellerait un grimpeur hédoniste, on pourrait dire ? Ouais, tout à fait. C'est vraiment l'environnement, le milieu naturel qui m'intéresse dans l'escalade, mais n'empêche que le sport est toujours derrière et l'esprit de compétition, il existe. Dès qu'on grimpe, on a envie de faire mieux. Donc quelque part, faire mieux que ce qu'on fait, et puis aussi éventuellement faire mieux que quelqu'un qui a le même handicap que nous. Donc ça existe, c'est dans la tête. Et moi, je rejette pas du tout ça, mais c'est pas le moteur principal, on va dire.
Je voudrais juste m'adresser au public. Est-ce qu'il y a des compétiteurs parmi vous? Quelqu'un qui a déjà pratiqué la compétition dans l'escalade, peut-être? Je vous invite à lever la main. Ouais. Est-ce qu'il y a des... il y en a plus que... Ok. Et la compétition dans des sports en général? Même en UNSS, tout le monde connaît un peu la compétition, du coup. Hein. Ok, c'est voilà, pour savoir qui on s'adresse aussi, je pense que c'est important. Hugues, est-ce que toi, tu as été amené à travailler avec des handicapés qui voulaient pratiquer la compétition ou, Alors oui, c'est une question qui est assez centrale aujourd'hui parce qu'on voit bien que dans les personnes qui viennent pratiquer, c'est un vecteur parce qu'il y a une grosse communication qui est faite aujourd'hui au niveau des institutions sur l'objet compétition. Particulièrement ici dans le territoire lyonnais, on a une grande habitude et une grande pratique des compétitions interclubs. Il y a énormément d'événements organisés dans des ambiances assez conviviales. C'est avant tout des lieux de rencontre. On est le département dans lequel il y a le plus de licenciés, le plus de compétiteurs, les plus gros événements organisés. Donc ça concerne pratiquement tout le monde. C'est une des pratiques presque communes pour un gamin dans un club, c'est de grimper en compétition. Et du coup, la question se pose régulièrement de dire est-ce qu'il y a des catégories handi pour grimper, puisque notre système sportif se base sur une séparation entre les grimpeurs et les grimpeuses, déjà entre hommes et femmes, et ensuite, aujourd'hui, on crée des catégories. Alors, on est sur un territoire un peu d'exception, puisqu'on est actuellement le seul département où on a essayé de mettre en place depuis 2 ans des compétitions régionales et départementales dans lesquelles il y a une catégorie handi. Il faut savoir que ça reste des toutes petites cohortes, ça mobilise très très peu de monde, il y a quelques participants, et donc on sent bien qu'il y a une difficulté encore de créer ce lien. Moi je dis il y a un chaînon manquant entre l'élitisme de l'équipe de France, des compétitions internationales qui fonctionnent bien. Cet été à Briançon, il y a eu la plus grosse Coupe du Monde jamais organisée, il y avait plus de 200 participants handi, mais venus du monde entier, plus de 25 nations représentées. Mais une équipe de France, c'est 10-15 personnes qui gravitent autour de l'équipe de France. Et du coup, au niveau local, il y a une attente, il y a une demande, et pour l'instant, on n'a pas bien les outils encore. On ne sait pas encore tellement comment mobiliser. Voilà. Et moi, à titre personnel, j'entraîne une jeune femme donc, qui est déficiente visuelle et qui fait partie de l'équipe de France actuelle. Enfin, et depuis les origines d'ailleurs. Ok, alors aussi... Philippe, je voudrais aussi t'interroger, mais peut-être plus en basculant vers la grimpe sociale. C'est le fait que en escalade, on a une vision, il me semble, du corps qui est particulière. Et comment est-ce qu'on construit une culture du corps dans un milieu comme l'escalade? C'est une question facile, donc je n'y répondrai pas comme ça. Non, alors, s'il te plaît, ouais, vas-y, sens-toi libre. Alors d'abord sur la question de la grimpe sociale, alors je me pose la question parce que en tant que sociologue ou anthropologue, je me dis c'est quoi la grimpe sociale? Est-ce qu'il peut y avoir une grimpe non sociale, c'est-à-dire une grimpe qui soit coupée du monde des humains? Bon, je ne sais pas. Même si on voit par exemple les vieux films de Tarzan des années 1920, où un Tarzan qui grimpe sur des blocs pour évacuer, enfin pour échapper à un lion par exemple. Il est socialisé, Tarzan, ne serait-ce parce que c'est un ancien qui a perdu. Bon. Alors là, la grimpe sociale. Je vais me permettre de reformuler cette question, parce qu'effectivement, à l'œil du sociologue, social a un sens qui est autre. Mais dans la grimpe, on va dire plaisir, ou qui n'a pas un but compétitif, où on va dans une salle pour pratiquer l'escalade sans attendre de résultats de compétition. Alors, c'est ça qui est central, je pense, dans la question du social. C'est comment on appelle l'escalade sociale. Enfin, pour moi, c'est un contresens, mais c'est pour ça que je commençais par Tarzan. C'est un contresens parce que ça signifie que déjà, il y aurait un cloisonnement et une hiérarchie implicite entre différentes façons de grimper. Pour moi, la pratique qui est donc la pratique de salle, la grimpe sociale, celle qui fait qu'il y a des salles pas loin d'ici, c'est pas parce qu'elle n'a pas une visée compétitive qu'elle n'a pas la même valeur en tant que pratique. Or, une pratique de compétition, une pratique handisport, une pratique de bloc, une pratique de salle, une pratique de plein air, de l'alpinisme, tout ça sont des déclinaisons de pratiques sociales de l'escalade. Et pour revenir sur le plaisir et sur justement la façon de nommer les choses, pour moi, le fait de grimper, ça renvoie à un loisir. Et c'est là que peut-être je joue sur les mots encore, mais loisir et compétition, c'est pas antagoniste. Puisque la plupart des compétiteurs qui font de l'escalade le font
dans le cadre de leur pratique de loisirs, c'est-à-dire quand ils vont pas bosser, quand ils sont pas à l'école, quand ils n'ont pas cours pour ceux qui sont à l'UNSS. Et donc on est dans une pratique de loisirs, mais organisée dans une perspective compétitive. Et c'est là qu'il y a, si on ne fait pas attention, on aurait d'un côté les vrais grimpeurs qui feraient de la compétition, les vraies grimpeuses qui feraient de la compète, et puis les autres qui feraient du social, alors déjà c'est connoté, ou qui feraient du loisir, et c'est connoté aussi. Et c'est ça qu'il faut interroger déjà, pour voir si on peut accepter tout le monde, ou si toutes les pratiques se valent. Donc voilà, on voit déjà apparaître dans cette discussion toutes ces strates qui s'entremêlent les unes aux autres, en termes physiques, en termes de typologie de pratique. Donc, moi, la question que j'ai envie de poser aux sociologues, c'est comment on les construit et comment on crée des passerelles entre ces différentes catégories, et puis de poser la question du corps. Je pense en particulier aux salles d'escalade où les hommes se mettent volontiers torse nu et ce faisant dévoilent leurs muscles, et puis les femmes en brassière. Il y a les limites pudiques pour l'instant qui existent dans notre société. Alors là, ça me renvoie au début, enfin moi ce que j'appelle le début pour moi, parce que j'ai découvert l'escalade au début des années 80, à un moment où justement il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. C'est-à-dire que les grimpeurs qu'on voit apparaître, et pas seulement dans les médias, mais ici je me souviens les copains grimpeurs qui allaient courir au parc de la Tête d'Or entre midi et 2, ils partaient en collant fluo bariolé, torse nu. Et donc on voyait 5-6 mecs super baraqués, super bien foutus, et tout le monde qui les regardait comme des extraterrestres. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a 35 ans, comme des extraterrestres. Même les sportifs n'avaient pas cette culture de l'apparence, montrer ses muscles, se balader. Alors ça, je pense qu'il y a cette histoire qui continue, le fait d'être d'une certaine manière dans l'exhibition de soi, mais et en même temps, c'est intégré complètement comme une normalité dans le champ d'escalade. Après, les corps différents, il est bien évident que si on voit des mecs bien baraqués, bien foutus, torse nu, et qu'on les passe soi-même, on aura peut-être tendance à mettre des sweatshirts, des survêtements, et peut-être à éviter de se mettre en première ligne. Voilà, c'est peut-être une difficulté. Je ne sais pas ce qu'en pensent Hugues et Yves. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que pour celles et ceux d'entre nous qui sont dans le milieu en ce moment, dans les modes de pratique, et qui vont visiter ces espaces de pratique partagés, on voit qu'on est peut-être à une période de rupture par rapport à ce fantasme du grimpeur taillé en V. Et aujourd'hui, notamment les salles marchandes, mais qui sont des espaces publics où l'accès est libre, montrent que petit à petit arrivent, comme au sein des clubs, des gens qui viennent de cultures corporelles autres. Et moi, il y a quelque chose qui me marque quand j'observe les gens, parce que c'est aussi un peu ma déformation professionnelle, j'observe les pratiquants, on voit des corps autres et d'autres façons d'appréhender la grimpe. Alors certes, on a un peu les yeux qui sont pris par le haut niveau, par les petits jeunes mutants qui vont être dans la performance, enfin dans une forme de performance normalisée, mais aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des gens très âgés dans les salles. Il n'est plus très rare de voir des gens en situation d'obésité, et je trouve ça marquant. Et du coup, alors notamment pour les Lyonnais et les Lyonnaises qui sont là et qui fréquentent un lieu qui est un lieu un peu carrefour, qui est l'ex-mur de Lyon, le Climb Up, on voit des publics autres. Il y a des groupes venus d'établissements spécialisés qui viennent et qui en fait font partie du paysage. Ce n'est plus choquant, c'est plus quelque chose qui crée l'effroi. Ça fait partie du paysage, d'une escalade qui vient progressivement, et je trouve finalement assez rapidement, chercher des modalités corporelles différentes. Voilà. On discutait tout à l'heure, Yves, je pense que l'image qu'on a dans un premier temps, c'est de se dire que le corps handicapé visiblement va être mal reçu peut-être, ou avec des regards un peu mal à l'aise, et tu expliquais tout à l'heure que tu n'as pas du tout ressenti ça. Alors moi, j'ai jamais eu cette expérience, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a une évolution même dans ma manière de pratiquer, de m'habiller ou de montrer ma prothèse, finalement. Pendant très longtemps, ça se voit pas. Comme je suis comme ça, je mettais un chausson.
Et je grimpais, et puis voilà, personne ne voyait. J'ai un souvenir du Saussois avec Parago qui m'observait grimper. J'avais un col en lycra, et puis en fait, on voyait le bas de ma prothèse. Et il a fait une remarque en disant mais c'est n'importe quoi, les grimpeurs aujourd'hui ils grimpent avec des bas et tout ça. Et puis après on a discuté, il a compris. Mais c'est vrai que c'était une manière de... Enfin je me montrais pas trop. Et puis aujourd'hui j'ai une prothèse qui est complètement visible, extérieure, sans habillage. Du coup c'est presque plus simple. Les gens voient tout de suite qu'il y a quelque chose et puis ça amène à dialoguer, à poser des questions. Mais voilà, j'ai jamais eu de regard, de retour désagréable on va dire par rapport à ça, que ce soit en salle ou en falaise. Je t'en prie. Juste, je pense que c'est aussi important de préciser pour pas réduire, quand on parle des questions de situation de handicap, on a très vite tendance, nous ici socialement en France, c'est le petit logo du fauteuil. Donc je vais dire une horreur, mais le bon Andy, il est dans un fauteuil roulant. 80% des situations de handicap sont invisibles, il ne faut pas l'oublier. Et n'oublions pas, ce qui est mis pour l'instant très loin de nos pratiques normalisées institutionnelles, c'est toutes les déficiences intellectuelles, les troubles psychiques, qui font partie de difficultés d'insertion, qui posent la question d'une société inclusive et qui, en fait, au sein des escalades, sont très peu mis en avant et valorisés. Puisque l'imagerie va préférer, je pense Philippe, tu vas rebondir là-dessus, mais valoriser des modes de grimpe qui vont se rapprocher le plus du modèle normé. Ouais, alors c'est une excellente transition vers le milieu médico-social de l'escalade, mais avant ça, c'est vrai, Philippe, on parlait tout à l'heure de entre guillemets la norme du corps handicapé, ce qu'on peut observer. On parlait du fauteuil, c'était dans les années 90, et que ça a évolué. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, en aparté, on parlait un peu des représentations du handicap dans le sport, dans le monde sportif. Et on échangeait avec Yves sur la question de... Aujourd'hui, les vrais sportifs qui sont mis en avant, ce sont des gens qui sont amputés, et pas n'importe quelle amputation, c'est amputation tibiale, avec des super prothèses, et ça fait des sortes d'athlètes du futur. Alors qu'il y a 15 ans, c'était plutôt même 10 ans, c'est plutôt des athlètes en fauteuil qui étaient mis au devant de l'affiche. Donc on voit comment on passe du fauteuil à l'athlète debout, avec peut-être une exception en France qui est Marie Bochet, à qui il manque un bras. Mais bon, là aussi, c'est quelqu'un qui enchaîne les médailles. Donc finalement, on arrive aussi par la compétition, et ça je pense qu'il faut le dire aussi, à effacer le handicap. Quand on voit Marie Bochet gagner des médailles, on ne se pose plus la question du handicap. Marie Bochet, c'est une skieuse de l'équipe de France handisport. Oui, qui a gagné, je crois, au total, elle a plus de 50 médailles d'or entre les championnats du monde et les Jeux paralympiques. Voilà. Mais juste pour le parallèle, pour les grimpeurs et grimpeuses, aujourd'hui, c'est Solène Piret, qui est un peu l'égérie de l'équipe de France et qui a sensiblement la même pathologie. Voilà, donc alors, c'est sûr qu'il y a une évolution. Je suis assez sensible à ce qu'a dit Hugues, et je n'avais pas pensé à ça précédemment, mais je me dis que peut-être les salles marchandes, par l'accueil qu'elles font d'un public payant, elles sont peut-être aujourd'hui dans l'acceptation justement de publics très différents. Effectivement, si on n'est pas projeté par le désir de progrès vers la compétition, on peut accueillir n'importe qui à n'importe quel moment. Et ça peut rendre possible pour des publics qui sont très éloignés, non seulement de l'escalade, mais globalement de la pratique physique, de découvrir un espace, d'y prendre du plaisir et de se rendre compte que finalement, la personne n'est pas en situation d'incapacité, mais au contraire en situation de capacité à faire quelque chose à laquelle elle n'avait jamais pensé auparavant. Et je pense que c'est un thème qui touche tous les grimpeurs valides et handicapés. Et on y reviendra. Et je voulais aller sur le thème du médico-social, qui est la partie invisible du handi-escalade. Hugues, je te laisse nous présenter ce milieu, si tu veux bien, tu le connais très bien. Alors, à gros traits, parce qu'on ne peut pas non plus y passer. Et puis, je vais parler sous le regard expert donc de Cyril qui est là. Voilà. Clairement, si on parle en termes quantitatifs, là où il y a le plus de pratiquants, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser le pluriel des handi-escalades, c'est pas une catégorie homogène. Être en situation de handicap, c'est pas appartenir à un groupe homogène. Il y a autant de diversité dans le champ du handicap que dans le champ des gens qui se considèrent valides. Ce milieu du médico-social, c'est-à-dire c'est là où il y a le plus de pratiques. C'est-à-dire que ce sont des espaces dans lesquels des professionnels de santé et de la rééducation ont depuis on va dire une trentaine d'années, fait le choix
C'est ça, une trentaine d'années, ont fait le choix de se dire que le support escalade était un support, un vecteur de rééducation, de réhabilitation des corps, de façon extrêmement massive. Donc, il y a énormément d'exemples d'établissements médico-sociaux qui ont construit à une époque des petits murs que l'on disait adaptés, spécialisés. L'exemple le plus marquant est donc l'espace du CPEA de Vaux-en-Velin, où à l'époque, une médecin, Corinne Christol, a pensé à un espace qui serait dédié au handicap et à l'escalade, avec des pratiques dites spécialisées. Il y a eu des fabricants, des concepteurs de murs et de prises qui ont pensé des objets spécialisés. Alors, ce qui est intéressant, c'est je t'interromps pour que Yves puisse interrompre et garde bien en tête la suite de cette histoire. Ouais, j'avais juste une petite remarque à faire par rapport à ça. C'est assez paradoxal, ce milieu médical, parce qu'il y avait d'un côté, effectivement, toutes ces démarches que tu viens de décrire, et de l'autre côté, de la part de beaucoup d'autres personnes du milieu médical, une sorte de frein, enfin moi c'est ce que j'ai vécu en tout cas, un obstacle en fait à la pratique de l'escalade par la méconnaissance du milieu médical de tout ce que ça pouvait apporter. Et moi on m'a souvent dit c'est trop dangereux, faut pas le faire, tu vas avoir des problèmes, des risques, etc. Donc je pense qu'il y a une bonne partie malheureusement du monde des personnes handicapées qui n'a pas la chance d'être dans le bon contexte, qui est presque freiné par la découverte de l'escalade du fait de cette méconnaissance en fait, d'une partie du monde médical. Donc je pense que ça évolue beaucoup, puisque globalement c'est de plus en plus médiatisé, le sport handisport en général. Et donc j'espère que ça évolue et que ça change, mais c'est quand même quelque chose qui existait. Philippe ? Oui, là, ce que tu dis là, c'est très important. Ça renvoie à la représentation que l'on a de ce dont les personnes sont capables. Ce dont les personnes amputées sont capables, ce dont les personnes malvoyantes sont capables, ce dont les personnes autistes sont capables. Qu'est-ce qu'on imagine qu'elles sont capables de faire? Et ça, moi, je le rapporte à l'histoire du sport. L'histoire du sport en France, dans le monde, c'est d'abord l'histoire de l'entrée de personnes dont on pensait qu'elles n'étaient pas capables de faire du sport. Puisque le sport, initialement, ce sont des hommes adultes qui pratiquent. Et dans l'histoire, il a fallu qu'on imagine que les femmes étaient capables de faire du sport, puis les enfants étaient capables de faire du sport, puis les indigènes, donc les Noirs, les Asiatiques étaient capables de faire du sport, etc., etc. Et donc, on est passé d'une perception de l'incapacité des gens à faire du sport à une capacité reconnue de plus en plus intéressante. Et ce que dit Yves, c'est vachement intéressant ça. Le fait de dire à quelqu'un qui grimpait déjà, qui a une maladie et qui veut recommencer à grimper, on lui dit « Attention, vous ne pourrez pas le faire ». Enfin, je ne sais pas si tu peux en dire deux mots. C'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé en centre de rééducation pour essayer ma prothèse. Bon, voilà, moi, j'ai absolument pas tenu compte de ces injonctions ou de ces remarques. Et puis, je suis reparti grimper dès que j'ai eu ma prothèse en sortant du centre de rééducation. Mais voilà, c'est quand même un frein. Et je pense qu'on a besoin donc d'avoir des exemples de tout ça. Et moi, je pense qu'un des grands progrès aujourd'hui, c'est cette médiatisation, même si elle passe par la compétition, c'est peut-être nécessaire pour que ce soit médiatisé. Mais moi, je dois dire, quand j'ai recommencé, j'ai quand même eu, même si j'ai beaucoup travaillé tout seul dans mon coin, j'avais des modèles. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un grimpeur anglais du début du XXe siècle qui s'appelait Geoffrey Winthrop Young, qui a ouvert beaucoup de voies, le Grépon, etc., et qui a été amputé d'une jambe à la guerre 14. Et c'était un écrivain aussi, il a écrit un bouquin qui s'appelle Climbing ou Mountain with a Difference. Donc pour lui, c'était une différence. Il a refait le Cervin, il a refait. C'était dans les années 20. Pour traduire le titre, c'était Grimper une montagne avec une différence. Grimper avec une différence. Ouais. Moi j'ai une question pour Hugues. Est-ce que du coup dans le milieu médico-social, il y a des encadrants, des gens des ergothérapeutes qui eux-mêmes sont porteurs de handicap? Alors là, question piège, je ne saurais pas trop dire. En revanche, est-ce que tu en as connu dans ton expérience? Non, honnêtement non. Ou alors c'était invisible. Voilà, oui, c'était invisible. Mais je pense, par rapport à l'expérience que relate Yves, voilà, ce qui est intéressant de saisir aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est... Alors, avec tout le respect, parce qu'on est de la même génération, mais on parle presque d'une époque révolue. Hein. Aujourd'hui, vous le constatez, l'escalade, il y a une massification de la pratique. Hein. Aujourd'hui, grimper, pour les gamins d'aujourd'hui, c'est ordinaire. Quasiment tous les gamins de France ont une pratique escalade à l'école primaire ou au collège. Hein. Donc,
pour les familles, pour l'entourage. Faire de l'escalade n'est plus une pratique lointaine, élitiste, mystérieuse. Hein, c'est rentrer dans le commun. Donc la question se pose effectivement pour des jeunes en situation de handicap, c'est grimper, oui, parce que grimper comme tout le monde, c'est un droit commun. Hein. Le droit d'accès au sport, ça fait partie des droits communs et des droits humains. Et donc, on voit que les espaces sont en train de commencer à bouger en s'hybridant. Tout à l'heure, je parlais des prises et des murs spécialisés. C'est quelque chose qui est en fait une impasse d'un point de vue d'innovation technologique. Aujourd'hui, ça ne fait plus sens. Pour exemple, il existe tellement de prises sur le marché commun. Les prises, elles se renouvellent tous les ans. Il y a des collections. En fait, il y a largement ce qu'il faut pour faire grimper tout le monde avec ce qui existe et ce qui change chaque année. Donc en fait, ça, ce sont des petites parties d'une idée d'une spécialisation. Il fallait concevoir des produits spécialisés. Et en fait, on n'en a plus besoin. Et quand on parlait de formation, aujourd'hui, oui, les professionnels du médico-social, ils se posent la question parce qu'eux-mêmes sont traversés par les questions de législation. Est-ce qu'on a le droit d'encadrer ou pas ? Tiens, comment on fait si on va grimper, on amène une sortie nature parce qu'on considère que ça a des vertus. Si on va dans une salle d'escalade, mais c'est quoi la loi ? Est-ce qu'on est responsable du groupe ? Est-ce qu'on est... Donc, ils viennent nous questionner en se demandant, on a besoin de se former. Alors, petit à petit, des formations se mettent en place, mais du coup, qui vont utiliser les compétences de formation de la fédération, qui vont faire appliquer des règles et des normes qui sont les règles et les normes du commun. Et donc, en fait, voilà, l'espace du médico-social qui a longtemps fonctionné en vase clos, est en train petit à petit de s'ouvrir. Mais le chemin est encore long sur la transition vers, parce que je termine là-dessus, quand on est sur des logiques rééducatives, on ne projette pas les gens dans des logiques sportives et de droit commun. On leur dit, vous faites ça parce que c'est bien pour vous, vous allez vous faire du bien. Mais si on a envie de grimper pour le plaisir, pour la communauté, pour rejoindre une culture, là, c'est encore l'étape d'après. On y viendra. Alors, c'est exactement, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. La question était super intéressante. Est-ce que tu connais des gens dans le secteur médico-social qui sont eux-mêmes porteurs de handicap alors qu'ils encadrent... C'est le problème, justement. C'est qu'on a affaire à des personnes qui sont finalement corporellement investies d'une double normalité. Leur propre normalité corporelle, s'ils n'ont pas de handicap, et en plus la normalité médicale qui renvoie à l'intégrité du corps, à une représentation du corps intègre fonctionnellement, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une projection. Ce que disait Yves tout à l'heure, on projette sur le fait qu'il ne pourra pas faire. On le projette à sa place. Or, ça me paraît important de le situer par rapport au progrès. On va en parler, mais qu'est-ce qu'on fait quand on progresse ? Tu l'as dit au début, l'envie de progresser, de faire mieux que ce qu'on sait déjà faire. C'est pas la même chose de faire mieux que ce qu'on sait déjà faire pour se faire encore plus plaisir et avoir des meilleures sensations ou faire des choses qu'on s'est fixées. Et puis avoir quelqu'un qui nous dit « il faut que tu fasses ça parce que c'est bien pour toi ». Je prends un exemple d'une personne que j'avais rencontrée il y a un moment, qui faisait de la natation qui était tétraplégique, qui bougeait à peine le bout des doigts et qui allait à la piscine avec le centre de rééducation dans lequel il était. Et il disait, mais lâchez-moi la grappe, arrêtez de me mettre dans l'eau, ou alors quand je suis dans l'eau, j'y suis bien et j'ai pas envie de commencer à faire des longueurs pour progresser. Pour progresser de quoi ? De quelques degrés de liberté ? Ça n'a pas de sens pour moi, disait-il. Et à partir du moment où il s'est opposé justement au médecin, il a eu une pratique de natation qui était centrée sur son envie d'être dans l'eau et il a progressé en plus, y compris techniquement, à son niveau de handicap, mais il a progressé parce que justement on l'a laissé faire ce pourquoi il avait envie d'aller à la piscine et non pas ce pourquoi les kinés avaient décidé qu'il devait aller à la piscine. Et ça, c'est relativement important, je pense, dans le secteur médico-social. Effectivement, là, ce que tu me dis, c'est l'envie de pratiquer. Moi, c'est une question que je vous invite à vous poser à vous-même. Est-ce que vous êtes tous pratiquants d'escalade ? Je vous invite à lever la main si vous êtes pratiquant d'escalade ou d'un autre sport. Comment est-ce que vous avez envie de pratiquer ? Je veux dire, pas le rêve de grandeur. Comment vous avez envie de pratiquer ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Et se pose la question, et du coup, on va arriver sur les codes et la culture de la grimpe. Et qu'est-ce que ces codes et cette culture nous renvoient et semblent vouloir nous imposer ? Peut-être qu'on pourrait parler d'un cas particulier qui est la falaise de Claret pour commencer.
qui est un espace, qui est une falaise assez marquante, puisqu'il y a un groupe de grimpeurs qui avait installé des règles très précises. Alors, j'imagine qu'il va y avoir plusieurs points de vue sur la question. Yves, est-ce que tu veux en parler ? Oui, c'était vraiment un esprit très très local, de territoire presque privé autour du fonctionnement de Claret, donc assez excluant et du coup. Est-ce que tu te rappelles des règles ou en tout cas ou des épreuves qu'il fallait entre guillemets passer pour y être accepté dans cette falaise ? Non, une falaise d'extérieur. Non, je connais pas en détail, mais c'est un peu aussi une légende parce que moi j'y suis allé au tout début de l'ouverture, j'ai jamais eu d'épreuve à passer quand même, mais voilà, il y avait un peu une légende autour de ça et c'est vrai que l'accueil n'était pas, voilà, ça c'était un peu la caste et le milieu un peu fermé. Bon après, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment vraiment évolué et qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu. Non, Est-ce que tu connais l'étude socio tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est vrai que cette falaise a donné lieu à une étude anthropologique qui a été faite par un collègue de Montpellier qui s'appelle Éric Delesseluc, qui est grimpeur lui-même, hein, donc il est allé grimper dans cette falaise. Et il a montré que finalement, il y avait toute une ritualité qui s'était mise en place et que si on voulait vraiment être accepté dans le monde des grimpeurs, il fallait passer par un certain nombre d'épreuves. Alors par exemple... je me souviens qu'il y avait une volonté de rejet des cotations des voies. Même si elles étaient cotées au niveau des grimpeurs de Claret entre eux, il y avait un rejet de la cotation qui était en train à l'époque de se normaliser en fait. 6A, 6B, 7A, etc. Et donc quand quelqu'un de l'extérieur arrivait et posait la question cette voie elle fait quoi ? Ou est-ce qu'il y a une voie en 6B ? C'est combien ça ? Les mecs ils disaient vas-y là c'est bon, tu peux aller tranquille. Et puis, ils les envoyaient sur des voies où ça démarrait facile, effectivement. Et puis, à un moment où on était bien exposé, et là, tout d'un coup, on se disait, il faut y aller, quoi. Et c'est ce type d'épreuve-là, avec en plus des jeux, le Sud, Paris, les gens de la ville, les gens de l'Hérault. Il y avait toute cette initiation, en fait. Et c'était une logique très initiatique, plutôt que sportive, au sens où on va commencer avec un ordre de progression dans la pratique très rationnel. Là, au contraire, c'était une initiation très humaine, en fait. Et ceux qui rentraient dans le jeu de l'initiation, peut-être tu l'as fait spontanément, Yves, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. En revanche, ceux qui, de par leur comportement, n'avaient pas les codes, eux, ils se faisaient éjecter. Voilà, c'était l'histoire. Voilà, moi, je trouve cette histoire, elle est marquante, parce que vous voyez, elle raconte une part de nos cultures de grimpe. Et aujourd'hui, ça fait partie des grands enjeux qui se jouent aujourd'hui sur la question des handiescalades. C'est-à-dire, quels sont les codes qui sont attendus ? Quels sont les rites initiatiques qui, je dis nous, parce que j'ose me considérer comme valide, mais qui nous autorisent à accepter des personnes qui sont porteuses de pathologies, de déficiences, qui peuvent avoir des corps autres, pour les reconnaître comme grimpeurs et grimpeuses. Et vous voyez, quand je fais des entretiens dans les clubs, par exemple, les gens disent, beaucoup, on a peur parce qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas comment leur parler, on ne sait pas comment adapter, donc on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis quand on creuse un peu, quand on discute, oui, mais est-ce que c'est vraiment des grimpeurs ? Est-ce que... Et ça, c'est dit tel quel. Il y a, par exemple, un responsable de club qui m'a dit « Ok, bon, moi, je veux bien en prendre des handis, comme si... Je veux bien en prendre, mais il faut qu'ils sachent assurer. Parce que s'ils ne savent pas assurer, ce n'est pas des grimpeurs. » Voilà. Lui, dans son rite initiatique, c'était les gens étaient autonomes s'ils savaient assurer. Or, peut-être qu'il y a des personnes considérées comme valides qui assurent très, très mal et qu'on accepte parce qu'ils ont d'autres codes. Alors moi, ce qui me marque, c'est de voir des personnes en situation de handicap, par exemple en fauteuil roulant, qui vont mettre une demi-heure à enfiler un baudrier, à se lever pour faire quelques mètres, mais qui se sont achetés des chaussons et qui viennent fièrement avec leurs chaussons grimper. Donc, qui montrent, par des actions volontaires, leur envie d'appartenance à la culture et qui peuvent discuter quand on leur dit... Vous savez bien que quand on se rencontre, éventuellement on parle de son boulot, de sa famille et très souvent un peu de ce qu'on fait. Et on aime bien dire quel sport on fait. Et on se dit, moi je grimpe. Pouvoir raconter qu'on fait partie aussi d'une communauté, d'une culture, ça c'est important. Et donc, c'est une réflexion qu'on doit avoir toutes et tous dans nos pratiques, c'est ces rites. Cette nécessité de montrer patte blanche, de s'afficher grimpeur ou grimpeuse pour être accepté et reconnu par le milieu. Et la question de la cotation, elle est centrale, alors on en reparlera peut-être après, mais pourquoi la question de la cotation froide, chiffrée, normée,
est un point de référence. Voilà. Souvent dans les compétitions, on me dit oui, alors c'est bien là, les handis, ouais, ok, ils font un bel effort, mais en fait, c'est quoi la voie qu'ils ont fait, hein? Ah oui, il faut quand même qu'on sache si on est un peu plus fort ou un peu moins fort qu'eux. Voilà. Et alors, si on dit ah ouais, la finale elle est en 7C, il faut waouh. Puis si on dit bah non, en fait, c'est 6B+, ah ouais, d'accord. Hein. Pour revenir un petit peu dans la matière, Yves, toi, est-ce que tu grimpes en tête et est-ce que des fois tu as des assureurs, tu demandes à des gens qui ne te connaissent pas ou que tu ne connais pas de t'assurer? Alors oui, grimper en tête, j'ai toujours grimpé en tête. Après, l'assurance, effectivement, c'est comme pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment le parallèle est le même. C'est-à-dire que n'importe qui ne va pas demander à n'importe qui de l'assurer s'il n'a pas confiance. Donc, on va dire, c'est d'autant plus vrai parce que le risque de la chute, pour moi, il est un peu plus grand. Mais voilà, non, effectivement, la réponse c'est je vais vérifier que la personne sait m'assurer avant de lui demander de m'assurer. Est-ce que tu grimpes avec une prothèse ou sans ta prothèse? Alors, je grimpe avec la prothèse, toujours avec la prothèse. Et alors, il y a un petit risque, ça m'est arrivé une fois ou deux en mur de perdre la prothèse d'assez haut. Donc, j'ai failli assommer mon assureur. Non, ça, c'est une blague, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé quand même. Et du coup, est-ce que tu as des besoins d'assurage spécifiques comparé à un autre grimpeur? Non, absolument pas. C'est-à-dire que c'est vraiment comme dans tous les aspects de l'escalade, je pense, c'est bien faire le boulot. C'est-à-dire que quand tu assures bien quelqu'un en dynamique, en évitant la chute au sol, etc., c'est la même chose. Exactement les mêmes critères. Et en même temps, il peut y avoir d'autres situations de handicap qui nécessitent un assurage plus spécifique? Bien sûr, il y a des situations de handicap où la chute n'est pas permise. Donc, voilà, je ne veux pas normaliser. C'est pas parce que je grimpe en tête que on est obligé de grimper en tête. D'ailleurs, en pratique de compète, on est assuré d'en haut, hein, dans les voies de difficulté. Donc, c'est bien parce que voilà, l'institution a admis que dans certains cas, ça pose des problèmes de grimper en tête, même si moi, je préférerais grimper en tête en compétition. Mais voilà, c'est comme ça. Après, il y a par exemple la pratique du bloc qui est complètement différente, puisque là, il y a la chute au sol. Et là, il faut être vraiment attentif quand on assure une personne qui peut avoir... moi, une blessure à ma cheville valide... c'est un handicap démultiplié, donc voilà, je préfère éviter. Donc, faut prendre des précautions quand même. À quoi je pensais déjà? Oui, je pensais à l'exemple. Tant qu'on parle de cotation et de compétition, l'exemple de la compétition où toutes les femmes ont topé la voie de finale. Est-ce que tu veux nous en parler, Hugues? Nous raconter cette petite histoire. Oui, parce qu'on en a parlé En fait, j'avais pris cet exemple que je racontais en préparant cette rencontre. Bon, je vais encore faire de l'histoire, voire de la préhistoire, mais si vous vous souvenez des premières compétitions en France, c'était à Bercy. Il y a eu, à l'époque, il n'y avait pas de décompte au temps pour séparer les gagnants. Et en fait, les trois femmes topent la voie de finale et les organisateurs sont en difficulté parce qu'ils ne savent pas comment les départager. Et on ne prenait pas le chrono en considération. Et donc, un peu dans la panique, dans l'urgence, ils les ont envoyés dans la finale homme. On a fait une super finale femme dans la finale homme. Et, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais Linil monte tellement haut dans la voie des hommes que si elle avait concouru et fait la finale homme, elle était sur le podium. Ce qui a vite été mis de côté. Mais pourquoi on racontait ça? C'était, vous voyez que on a inscrit dans notre patrimoine sportif, alors qu'on vient d'une activité qui se dit libre, qui a une relation avec un environnement, avec une forme d'objectivité de la difficulté, on a inscrit des modèles de confrontation et de différenciation, à commencer par cette inégalité de genre, où on sous-entend qu'une grimpe féminine est forcément moins performante à la base. Voilà. Du coup, une grimpe handi, elle est forcément un peu moins performante. Voire même, elle est tellement différente qu'on ne peut pas la considérer comme escalade, ce qui est aujourd'hui faux. Oui, je reviens sur la compète handi. Un des aspects les plus intéressants, je pense, de cette compète handi, c'est pour les ouvreurs des voies handi. Parce qu'il faut imaginer le travail que c'est. Ils doivent imaginer le handicap de chacun des concurrents qu'ils connaissent plus ou moins, et imaginer la voie la plus égalitaire pour tous les concurrents, alors qu'on a tous des handicaps un petit peu différents. Donc il y a vraiment un travail de création qui est super intéressant là. Voilà, s'il y a des non-grimpeurs donc dans la salle, un ouvreur, celui qui va visser les prises pour constituer cette voie d'escalade sur laquelle les grimpeurs vont s'affronter. Du coup, je me pose la question de
la manière dont, et moi je l'ai vécu aussi en tant que personne, quand je rencontre un corps différent du mien, et ça peut être sur des handicaps physiques, ça peut être sur des handicaps mentaux, où je vois le regard qui est différent aussi. Sociologiquement, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre un corps différent du sien et qu'on n'est pas habitué à ça, quand c'est nouveau? Est-ce que tu peux nous en parler? Quand on rencontre quelqu'un qui est très différent de soi, en général, on est mal à l'aise, on est gêné. Il va y avoir, j'imagine, tu le disais tout à l'heure, sur le fait de grimper avec la prothèse. Il y a des prothèses plus ou moins visibles, plus ou moins anatomiquement proches d'ailleurs du corps humain. Ça change pas mal de choses. Les prothèses que vous connaissez tous et toutes, les prothèses des yeux, par exemple. Quelqu'un qui perd un œil, le fait d'avoir un œil de verre, ça contribue à conserver un visage qui va être recevable par les gens qu'on rencontre. L'œil de verre, les dents sont des prothèses de base, les dents. Mais quand on n'a plus de dents, eh bien tout de suite, la personne qui va sourire devant nous sans dents, elle va être déclassée socialement, si on n'a pas de recul sur soi dans cette réaction première. Et c'est la même chose qu'on retrouve. Mais par rapport à ce que disait Hugues, ce qu'il faut avoir en tête dans le sport, c'est que le sport fédéral, j'entends le sport fédéral, les structures sportives fédérales à visée compétitive, on n'a pas l'habitude que les corps soient ensemble. Ne serait-ce que dans les classements. C'est pour ça que l'exemple que tu prends sur cette voie d'escalade faite par les femmes, elles vont sur la voie des hommes, parce qu'on a des voies différentes. On cloisonne. Et en fait, le sport est organisé réglementairement, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Réglementairement, le règlement des sports produit une ségrégation des corps. Par âge, tu l'as dit tout à l'heure, dans les structures marchandes, il y a des gens âgés qui viennent parce que peut-être ils n'ont pas d'autre espace dans lesquels pratiquer. Il y a des personnes obèses parce que peut-être ces personnes, elles n'oseront jamais aller dans un club où elles voient plein de gens super minces, super bien foutus. Et donc, tous ces cloisonnements par âge, par sexe, par niveau de pratique, on ne pratique pas ensemble en fonction du niveau, tout ça, ça fait que peut-être on n'est pas habitué à rencontrer des gens différents. Or, si on commence à pratiquer ensemble, là, ça devient possible. Si on va, tu parlais d'espace public, où on avait des gens très différents qui se rencontraient, là, ça ne pose pas de problème. Les personnes qui sont porteuses de handicap, quand on les voit, quand on a l'habitude de les rencontrer, c'est plus des gens qu'on va regarder de façon curieuse. Et ça fait partie de l'apprentissage de l'autre. C'est la raison pour laquelle, je termine là-dessus, sur le handicap. En France, il y a une loi qui a été, la loi de 2005, qui va modifier un certain nombre de choses sur l'acceptation par les institutions, notamment scolaires, des enfants handicapés. Mais ça, par exemple... Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi ? Cette loi, elle impose que chaque enfant handicapé est un établissement scolaire de référence. Ça ne veut pas dire qu'il va être scolarisé de façon constante, mais qu'il va falloir discuter avec l'établissement les conditions de l'inclusion de cet enfant dans l'établissement. Parfois pour tous les cours, parfois pour certains cours, parfois à l'UNSS. Donc ça se discute cas par cas. Mais ça permet deux choses. Ça permet pour les enfants handicapés d'être socialisés d'abord. Et ça permet pour les autres enfants de voir des enfants différents qu'ils ne voyaient jamais auparavant. Puisque ces enfants différents, ils étaient tout de suite dans des IME, dans des institutions qui les gardaient à l'écart des autres. Donc cet apprentissage de vivre ensemble, par la proximité, par le fait que les institutions sportives ou scolaires accueillent des enfants différents, c'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, un dispositif comme celui de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, a créé des dispositifs permettant de pratiquer ensemble de façon mixte, filles, garçons, mais aussi mixte, valides ou porteurs de handicap. Et ça, c'est des choses qui permettent justement de se rencontrer et de ne plus avoir peur de l'autre à partir du moment où l'autre, on le connaît et on l'expérimente au quotidien. Je me permets d'ajouter à cette manière d'apprentissage aussi, bien sûr, les films, les livres qui permettent d'apprendre aussi une connaissance de l'autre. Et il y a aussi l'exemple qu'on avait dit dont on avait parlé de l'UNSS qui propose une classe de participation assez particulière qui est donc des équipes mixtes, double mixtes même, mixtes en genre et mixtes en valide handicapé. Ça, est-ce que vous avez une réponse sur le fait que ça existe uniquement à l'UNSS et pas ailleurs ? Alors, moi, je ne sais pas, peut-être Hugues, tu pourras en parler après, mais pour moi, là, c'est la question du fonctionnement des institutions sportives qui, en général, sont spécialisées, qui sont finalisées par la compétition, alors olympique pour les fédérations olympiques, mais pour la compétition en général pour les autres. Je parle des fédérations unisport. Et donc, tout est organisé pour produire des champions ou des championnes et pour arriver vers une excellence sportive. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour ces structures d'inventer d'autres façons de faire.
Elles peuvent, mais c'est beaucoup plus difficile qu'une structure comme l'UNSS, comme la FSGT, comme l'UFOLEP, comme ça, qui sont tout un tas de fédérations multisports qui peuvent inventer des façons de faire en disant nous, on s'en moque des catégories dont tu parlais et on va créer par exemple une sortie et tous les élèves vont venir ou toutes les personnes de tel quartier vont être accueillies. Et à ce moment-là, au lieu de dire il faut vous organiser pour pouvoir pratiquer l'escalade telle qu'elle est pratiquée, on va renverser les choses en disant comment pouvons-nous organiser la pratique pour que toutes les personnes qui sont là puissent ensemble pratiquer. Et donc c'est un renversement de la perception. Je voulais rajouter un petit point, une anecdote par rapport à la connaissance du handicap, l'importance effectivement de partager ça, de la visibilité. C'est l'expérience que j'ai avec la formation des BE escalade ou des guides dans le cadre du certificat handisport. En fait, pour moi, un bon BE escalade, un bon moniteur d'escalade ou un bon guide, ils sont parfaitement aptes à encadrer des personnes handicapées. La seule chose qui leur manque, c'est peut-être dans certains cas la connaissance. Ils ont parfois cette crainte, cette méconnaissance du public. Et en fait, la formation que je leur apportais, c'était juste de partager ça, en fait, d'avoir un public et d'appréhender cette différence de l'autre. Mais au niveau pédagogique, au niveau formation, en fait, ils avaient tous les outils qu'il fallait. J'imagine que tu as dû étudier le breton, peut-être. Il parle de cette manière, de cette convention sociale qu'on a souvent quand on rencontre quelqu'un qui a un corps différent, handicap, on est sur le sujet du handicap, qu'on a une injonction à ne... L'handicapé doit faire semblant que tout est normal et le valide doit faire semblant que tout est normal aussi. Alors que clairement, il y a un malaise. Et est-ce que c'est une barrière et comment est-ce qu'on peut franchir cette barrière ? Alors, dans ce même espace... D'habitude, quand je viens là, quand il y a un salon, c'est un salon du tatouage. C'est le salon du tatouage qui se fait chaque année ici. Et c'est la même question, en fait. Parce que les personnes qui sont très tatouées, il faut faire comme s'il n'y avait pas de problème, elles n'étaient pas tatouées. Et elles font comme si elles n'étaient pas tatouées aussi. En fait, alors qu'on sait bien qu'il y a une volonté de regarder, mais on va regarder. Alors, comment on regarde ? On laisse passer la personne et puis on jette un coup d'œil une fois qu'elle est passée. Comme si on avait honte de son propre regard posé sur une personne différente. Et avec le handicap, c'est souvent le cas aussi. C'est-à-dire qu'on va voir passer quelqu'un différent, une personne différente, pas forcément avec un handicap physique, ça peut être un handicap mental aussi. Les personnes qui sont marquées par les problèmes psychiques, par exemple, par le handicap mental, elles sont l'objet de regards très lourds, très gênés. Et ça, c'est aussi peut-être une interrogation quand tu posais la question quel type de grimpe vous voulez faire. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui nous gêne quand on perçoit quelqu'un de différent ? Voilà un petit peu les questions, parce que ce que montre le breton, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps en anthropologie, c'est que le regard, c'est quelque chose de construit. On a tous appris à regarder, mais on a oublié qu'on avait appris à regarder. Et là, tout à l'heure, quand vous prendrez le train pour rentrer chez vous, en montagne, etc., vous verrez, si vous croisez le regard de la personne en face de vous sur la banquette, vous saurez tous et toutes à quel moment il faut baisser les yeux. Et si vous ne baissez pas les yeux, à ce moment que tout le monde partage, alors qu'on n'a jamais appris qu'il faut partager, il faut baisser les yeux au bout d'une seconde 35, par exemple. Au bout d'une seconde 50, je sais que j'ai été trop longtemps à regarder la personne qui me regardait. Elle le sait aussi, on baisse les yeux tous les deux, en se demandant mais pourquoi je l'ai regardé comme ça. Et tous les deux en même temps, on regarde une deuxième fois pour voir si elle nous regarde. Vous voyez, Qui a vécu ça dans les transports quelque part ? Oui, complètement. Voilà, pourtant, vous n'avez pas appris avec un chrono, mais vous avez incorporé dans les usages sociaux, justement dans l'apprentissage du corps, dans les interactions corporelles les plus bénignes, les plus anodines, on a appris qu'il ne fallait pas regarder les gens comme ça si on ne les connaissait pas. Est-ce que dans Hugues, travaillant dans ce milieu-là, comment ton regard à toi a évolué ? Comment tu as fait connaissance avec ce milieu-là ? Ça te renvoie peut-être à des souvenirs lointains ? Oui, c'est un peu une longue histoire, donc je vais passer dessus. Peut-être que une des réponses, c'est justement ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, c'est la question plutôt de regarder ce qui nous rapproche. C'est-à-dire que, et je trouve qu'on a la chance dans notre milieu de grimpe d'être quand même un milieu qui est basé sur une facilité de relation. Tout à l'heure, je discutais avec une jeune femme là, qui tient un stand, qui ne connaît pas du tout le milieu. Elle disait, c'est drôle ici, tout le monde se tutoie. Je dis, oui, en fait, c'est tellement évident pour nous qu'on se tutoie à la grimpe, on arrive à la falaise, on se parle. Et le regard, vous voyez, une jeune femme déficiente visuelle là, donc, qui grimpe énormément, me disait, en fait,
je suis avec des déficients visuels et certains ont des chiens. Alors, je lui dis, mais tiens, tu as d'autres relations, elle est à l'école de kiné avec les autres kinés. Elle dit, oui, ben, moi non, mais ceux qui ont des chiens, oui, parce qu'on vient, et puis les autres kinés, ils viennent demander le nom du chien, comment il s'appelle et quel âge il a. Par contre, mon nom à moi et quel âge j'ai, tout le monde s'en fout. Hein. Mais parce qu'il y a une gêne. On voit bien que le chien, c'est un vecteur. Hein. C'est facile de rentrer par l'aspect du chien. Je crois que la question de se reconnaître grimpeur et grimpeuse, se reconnaître sportif avec des désirs et des envies communs, c'est une façon d'entrer en relation, hein, et qui change le regard, parce qu'on va se regarder comme des gens qui ont ce même désir de verticalité, de gestuelle, de culture partagée. Et que finalement, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans les formations et dans les clubs, quand j'ai le temps d'y passer, c'est de dire, ne croyez pas que c'est une affaire de spécialistes pour des gens qui ont fait des années de formation, qui ont des codes, qui ont des fiches techniques. Ah, un autiste, alors que je cherche chez l'année 3, je vais parler, comment je parle. Non, hein. On est dans de la relation humaine, on a la chance d'avoir une activité qui est basée énormément sur ces qualités de relation humaine. Et donc, la simplicité du regard, c'est une simplicité qui n'est pas la condescendance, hein, mais qui n'est pas non plus le tabou. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu parlais de ta prothèse, il y a des vulnérabilités, d'accord ? Il y a des fragilités, il faut en tenir compte. On ne dit pas, on fait comme s'il n'y avait rien et puis on prend les mêmes risques. On fait attention, mais on n'est pas non plus dans un apitoiement, hein, dans une charité. Faire grimper des personnes en situation de handicap, c'est pas faire un acte de charité. Hein, c'est faire grimper des grimpeurs et des grimpeuses qui ont des désirs d'escalade. Oui, j'aurais une question sur ce point à Yves. Tu te définis comme grimpeur ou comme personne handicapée ? Évidemment, comme grimpeur. Enfin, pour moi, la question ne se pose pas, mais en même temps, je nie pas l'importance du handicap dans la pratique de la grimpe. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'emmène un groupe de personnes amputées grimper à la falaise, la première chose que je regarde, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme prothèse, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce qu'ils sont habillés comme il faut, est-ce qu'ils ont les bons chaussons pour grimper, etc. Et en fait, ils ne pourront faire de manière correcte et de manière profitable la séance que s'ils ont pensé à ça avant. Or, si on focalise sur le fait qu'avant tout c'est un handicap, c'est des handicapés, on va les faire grimper, ben non, ça suffit pas. Il faut prendre en compte le handicap et puis mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire de mettre en œuvre pour faciliter la pratique après et compenser le handicap au maximum. Donc l'aspect matériel est aussi très important. Je voudrais juste préciser, on a beaucoup parlé de handicap par rapport à des membres et peu d'autres handicaps. C'est un monde qui est très très large et je pense que c'est un choix qui s'est fait de lui-même dans cette discussion pour qu'elle puisse être le plus riche possible. Mais il nous reste, je pense on a encore 5 minutes avant de passer aux questions. Est-ce que tu veux nous parler de cette variété de handicap ? Je sais que c'est un milieu très large, mais simplement pour ouvrir la porte si des gens dans le public voulaient s'y intéresser de plus près. Alors, juste voilà, variété, attention, hein, on est la diversité humaine, hein, nous-mêmes ici on l'incarne, hein, chacun à notre façon. Dans cette infinie diversité humaine, il y a des personnes qui sont porteuses de troubles, hein, et qui souffrent de déficiences et de pathologies liées à des pathologies qu'on dit mentales, psychiques et cognitives. Je pense qu'elles viennent nous questionner sur des choses qui sont encore plus profondes sur la pratique de l'escalade. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, les corps, on est dans une culture qui tente régulièrement de réadapter les corps, et notamment la technologie nous laisse imaginer qu'un jour on mettra des rétines et des implants qui feront que les aveugles verront, que les paraplégiques marcheront, etc. C'est ça, voilà. Mais pour les troubles mentaux, pour les déficiences cognitives, on vient questionner en fait le sens même de notre activité. Alors c'est intéressant de voir ce que produit par exemple la Fédération française de sport adapté, qui a une grande pratique d'escalade, qui organise des événements. Par exemple, un championnat de France de sport adapté, il y a plusieurs centaines de compétiteurs et de compétitrices. Hein. Ce qui devrait questionner notre fédération montagne-escalade, qui peine à rassembler 20 participants. Avec plein d'explications qu'on pourra donner, mais plus tard. Voilà. Donc, ça veut dire que ça concerne du monde et que ça fait sens. Alors, je vais juste vous raconter une petite anecdote qui m'a marqué, c'est que dans les premières compétitions sport adapté, en fait, les organisateurs, ils ont dit, on va modéliser le modèle dominant. On va le reprendre et on va le mettre en œuvre. Et donc, si vous connaissez la compétition, vous savez qu'avant les finales, on met tout le monde en salle d'isolement. Et donc là,
les organisateurs disent, bon, les finalistes, vous venez à l'isolement. Et il y a eu un mouvement de panique chez les grimpeurs qui a nécessité un long travail de réflexion. Et donc, Seb Augier, qui est un des responsables de ça, me dit, mais en fait, au bout d'un temps, on a compris que dans le lot, il y avait un grand nombre de personnes qui avaient fait des séjours en hôpital psy, et c'est pas drôle. Et quand on est en hôpital psy et qu'on va à l'isolement, c'est pas cadeau, d'accord ? Donc, vous voyez, c'est juste, tiens, j'aime bien cette anecdote parce que ces mots, ces situations que l'on crée, on ne les remet pas en question. On considère que c'est normal. Hein. Une juge internationale m'a dit un jour sur une compète, « Ouais, les handis, c'est bien, ils sont sympas, ils sont super sympas, ils s'entendent tous, mais au moment de la finale, non, ils n'ont pas à se flasher les voix. Hein. Non, il faut qu'ils arrêtent. On les accepte, mais il faut aussi qu'ils acceptent nos règles. » Elle le dit avec aucune méchanceté. Hein. Mais vous voyez, il faut que la règle s'applique, que vous montriez votre normalité par rapport à la règle. Donc, pour en revenir à ce type, si j'ose dire, de déficience et ces pathologies cognitives, il y a une grande difficulté pour nous questionner le sens de la réussite. Hein. Quel sens ça a d'aller en haut d'une voie, par exemple ? C'est pas évident. Est-ce que le plaisir, il est forcément d'aller toper la dernière prise de la voie ? C'est pas sûr. Et peut-être qu'il y a d'autres chemins d'accès pour le plaisir de la grimpe. Ça peut être juste le plaisir de la verticalité, celui d'être pendu dans une corde. Ça peut être d'aller toucher une prise, mais elle est peut-être juste au milieu, et ça suffira. Hein, vous voyez, ça nous oblige à questionner les codes formels de la réussite, qui sont ceux qu'on pratique régulièrement pour des choix éthiques, mais qui ont tendance, à force d'être trop normalisant, à devenir excluant. Oui, j'ajouterais que ça me parle dans le sens où je vois des amis grimpeurs qui sortent de leur premier seta en tirant une tête de 6 pieds de long en disant « Ah, au 20e essai, c'était pas trop tôt » ou bien ça doit être un seta facile. Je sais pas où est la joie dans ça. Mais bon, voilà, c'était une petite remarque en plus. Et ben, écoutez, il nous reste un quart d'heure pour des questions. Donc on va se débrouiller avec le micro, les fils. Je vais venir peut-être me balader parmi vous. Ah, on a une première question. Ah, il y a un micro, super. Alors, comme souvent, la première question a du mal à arriver. Je propose qu'on passe directement à la deuxième question. Non, allez, c'est nickel. Bonjour. Je connais très peu le milieu de la grimpe. J'ai pris une fois une carte de 10 entrées et c'est tout. Mais c'est pas grave, je suis rentré dans un milieu très particulier et bravo pour vos propos, enfin en tout cas c'était très éclairant. Je me demandais par rapport à la catégorisation, je ne sais pas si en escalade, j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous les trois, je ne sais pas si en escalade c'est comme en athlétisme ou aux Jeux Olympiques, il y a des catégories qui finissent, vous savez, comme la posologie des trucs d'homéopathie, là, 70E, 82B, voilà, il y a des catégorisations très précises en fonction des types de handicap et qui sont même des sous-types de handicap, etc. Est-ce que c'est le cas en escalade? Et sinon, est-ce que vous pensez que ça va en prendre le chemin? Et si oui, qu'est-ce que ça dit? Oui, je vais donner une première réponse là-dessus. C'est un problème insoluble, la catégorisation en handisport, parce que forcément, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais en même temps, si on fait des catégories, on est tous différents un petit peu. Et du coup, le compromis, il a été basé sur l'expérience d'autres disciplines en handisport. En gros, il y a 4 grandes catégories en escalade, si je ne me trompe pas. Non-voyants, il y a les amputés, il y a les gens déficiences neurologiques, mais c'est des catégories très très globales qui rassemblent des gens avec des... Donc, globalement, au final, poser cette question-là, ça revient à poser la question du sens de la compétition. On est tous différents, les handicaps sont extrêmement différents. Entre un amputé tibial et un amputé fémoral, on est dans la même catégorie, bon, ça n'a rien à voir pour l'escalade. Donc voilà, donc du coup, la réponse, moi, que je fournis, c'est que voilà, c'est un jeu, finalement, la compétition, c'est un jeu, et il ne faut pas prendre ça au sérieux, parce qu'on n'est pas au même niveau de handicap, et on est dans la même catégorie, donc voilà, après, on grimpe et on profite de l'expérience des autres, mais c'est tout. Donc, je vais juste compléter sur l'organisation actuelle. Alors, la norme institutionnelle, à l'origine des premières compétitions d'escalade, il y avait une voie unique, tout le monde grimpait dedans, et ensuite on faisait un classement avec un coefficient d'invalidité par grimpeur. Ce qui fait qu'en fait, en termes de visibilité, c'était cata, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui arrivait en haut de la voie, mais en fait, il était 3e, d'accord ? Donc, vous voyez, la logique sportive, elle est aussi la logique médiatique de communication. Et donc, on a dit, non, ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, il y a ces 4 grandes catégories. Il faut savoir que c'est une source de controverse permanente, d'énormément de conflits
On parlait tout à l'heure de vulnérabilité, c'est une source de souffrance. Il y a des athlètes qui ont quitté la compétition pour ces raisons, parce qu'ils souffrent de ne pas être reconnus comme ils sont, et comme ils se sentent. Mais comme disait Yves, c'est insoluble. C'est insoluble. Et vous voyez, c'est la tension, c'est-à-dire que c'est aussi toute la violence du sport institutionnel qui veut faire entrer dans des cases et qui va autoriser dans une catégorie fourre-tout qu'on appelle RP, donc il y a une réduction de puissance, range power. On va mettre quelqu'un qui est un grimpeur de haut niveau, qui a eu un accident et puis qui a fait sa propre éducation et qui a une limitation articulaire, et puis une autre qui est porteur d'une maladie invalidante au long cours, une affection de longue durée qui passe par des phases de médicalisation très lourdes, d'épuisement, et ils vont grimper ensemble, ça n'a rien à voir. Mais c'est le mythe, et ça tu pourras peut-être conclure là-dessus, sur le mythe de la pseudo-égalité sur la ligne de départ. Est-ce que sur une ligne de 100 mètres, tous les coureurs qui sont là, ils ont eu la même histoire, le même parcours de vie, et on veut nous faire croire qu'ils ont chacun la même chance pour la médaille? Juste une anecdote personnelle, je m'excuse, mais pour illustrer cette réponse, avant de faire de la compète d'escalade, j'avais fait de la compète de ski. Et moi, on m'a obligé, pour être classé dans les compètes, à skier sans ma prothèse. Alors que moi, toute ma pratique, c'était de skier avec la prothèse parce que je fais de la rando à ski, etc. Donc c'était complètement délirant. On m'obligeait à me mettre en situation de handicap alors que je skiais avec ma prothèse. Voilà, et du coup, j'ai arrêté la compète de ski, quoi. Alors, sur le caractère insoluble, en fait, c'est le caractère insoluble de la comparaison systématique. C'est-à-dire que là, il y a une volonté de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Alors, on peut les comparer en trouvant des trucs, mais après, on est lié par deux choses. D'une part, le fonctionnement sportif tel qu'il a été décrit avec les catégories, mais également le spectacle sportif. Si on veut faire une compétition d'escalade avec une catégorie, il faut qu'il y ait un minimum de participants dans la catégorie. Sinon, ça n'a pas lieu. Donc, ça veut dire que même si toi, tu t'inscris pour participer, mais que tu es tout seul, on ne va même pas te laisser participer parce que tu n'as personne comme toi. Donc, tu ne joues pas. Et donc, c'est très excluant. Et cette volonté de comparer en permanence, c'est quelque chose qui, à mon avis, la seule façon ce serait de dire, allez-y, on va. Et puis chacun donne le meilleur de soi, sans forcément comparer les uns par rapport aux autres. Et si on refait l'histoire du sport, là, je suis un petit peu handicapé par l'histoire parce que je suis dans un laboratoire d'histoire du sport. C'est pour ça que parfois je reviens en arrière, mais historiquement, si on fait référence à Coubertin, qui est quand même la référence du mythe olympique, etc., pour Coubertin, la compétition, elle n'est pas par rapport aux autres, elle est par rapport à soi. Et en 1925, quand il a démissionné du CIO après les Jeux de Paris, il arrête, il était président du CIO depuis 1892, il arrête la présidence et il dit « Les Jeux Olympiques sont devenus un championnat du monde ». Et pour lui, c'est complètement... c'est très dévalorisant ce qu'il dit. C'est devenu un championnat du monde où on veut comparer tout le monde par rapport à tout le monde. Alors que dans son idéal à lui, c'était de dire tu fais de la compétition en escalade aujourd'hui, tu vas donner le meilleur de toi. Et puis s'il se trouve qu'il y a quelqu'un qui est meilleur ce jour-là, tu ne seras pas le meilleur. Mais peu importe. Et il y a des modèles qui existent. Alors, un modèle sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui n'a rien à voir avec le handicap, le handisport, quoique, c'est le modèle des Gay Games. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Gay Games, les Jeux sportifs gays et lesbiens, qui se sont tenus à Paris, les 10e, en 2018. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, comme le but c'est l'inclusion, en fait, tout le monde peut participer. Il suffit de s'inscrire et on se retrouve avec des compétitions où on a des gens en fauteuil, handicapés, des gens de 90 ans, des jeunes de 25 ans. Et en fait, tout le monde pratique ensemble. Alors, il y a bien sûr, effectivement, des catégories, des médailles, etc. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas d'être comparé. Le but, c'est de pratiquer ensemble. Et c'est peut-être ça qu'il faut réfléchir. Et j'en profite pour tendre le doigt vers une jeune femme qui est là, qui est championne du monde d'escalade. Oui, tu peux le dire. Hein, tu peux lever la main qu'on voit où tu es. Voilà, elle est championne du monde d'escalade. Vous pouvez l'applaudir. Mais pourquoi je parle de Cléo Lyotard qui est là, c'est parce qu'elle est championne du monde d'escalade UNSS. Alors ça fait partie des dispositifs qui ont été pensés. Et peut-être, si je peux me permettre, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, comment tu as vécu cette expérience? Je voudrais beaucoup que Cléo puisse raconter son histoire, mais je voudrais aussi qu'on laisse de la place pour d'autres questions du public. Juste préciser que c'était l'équipe UNSS dont on parlait tout à l'heure, qui est mixte, filles, garçons, valides, non valides, handicapés. Exactement. Voilà, donc et que cette catégorie existe, et encore félicitations pour ce titre en équipe. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Oui, bonjour.
D'abord un témoignage, si vous permettez, après une question. J'ai personne d'handicapé dans mon entourage, dans ma famille. J'ai jamais été confronté à ça. Et la première fois que j'ai découvert ça, c'est grâce à un film de Patrick Béraud sur l'escalade avec des aveugles à Fontainebleau. Et ça m'a assez sidéré. J'ai rencontré à nouveau le handicap à Bercy en 2012. Et j'ai été vraiment très très bien inspiré d'y aller parce que là encore j'ai été sidéré, y compris par le public qui s'est tué à un moment parce qu'il fallait que l'entraîneur donne des consignes aux grimpeurs. Et ça a été assez poignant ce moment-là. Et grâce à ça, la troisième fois que j'ai découvert le handicap, c'est quand une jeune fille a toqué à la porte d'une section sportive scolaire escalade que j'anime. Et elle avait une différence, une agénésie, donc pas de main droite. Et si j'avais pas eu ces deux expériences-là avant, je me serais dit, mais comment peut-on grimper avec une seule main ? J'aurais peut-être dit non. Et finalement, je l'ai accepté, j'ai été très bien inspiré. Pendant 2 ans, avec les parents et le prothésiste, on s'est dit, mais comment on peut faire pour améliorer sa prothèse, pour qu'elle grimpe ? Et là encore, j'ai eu la bonne idée d'aller à Innsbruck et de découvrir Solène Piré et de discuter avec elle et de se dire, finalement, mais on enlève toute cette ferraille là, et puis on strappe, et puis voilà quoi. Mais c'était du fait du manque de formation, d'information de ma part. Vraiment, je cherchais, je me demandais comment je pouvais faire quoi. Et donc, depuis cette date, cette jeune fille, elle en est à sa 4e année de section sportive. Et puis, elle fait comme les autres. Et je ne veux pas qu'il y ait de différence. Donc, elle va aussi aux compétitions. Et aux compétitions scolaires, c'est pas possible parce qu'il faut deux. Il faut être 2. Enfin, c'est des équipes de 4, mais il en faut 2 qui aient un handicap. Et donc, j'ai pas pu lui faire ça. Elle fait les compétitions fédérales, elle fait le bloc, elle fait la diff, et elle finit toujours dernière. Forcément. Elle a beau être forte, c'est pas du tout adapté. Alors j'ai demandé aux instances fédérales d'évoluer, mais elle est toute seule. Et puis un handicapé, ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher parce qu'il va falloir payer des ouvreurs pour lui faire des voies spéciales, quoi. Et c'est hors de question. C'est pas possible. Donc je me réjouis que dans votre région, vous puissiez mettre ça en place. Mais elle est seule. Il y a eu une idée de Coupe de France FFME à un moment qui avait lieu dans l'Est pour les jeunes, qui a été annulée. Donc je vois que pour les adultes, ça se met en place. Pour les jeunes, il n'y a rien, c'est le désert. Et la question que j'ai à poser, c'est comment on fait évoluer les choses, quoi, parce que... Alors c'est la question de fond, hein. C'est qu'aujourd'hui on reste, ce que je vous disais au début, on reste sur des pratiques marginales, et merci de votre récit parce qu'il raconte bien ces problématiques, hein. La question de l'accessibilité, elle est vaste. Vous avez rapidement mis de côté cette question de l'accessibilité matérielle et on voit bien que ce n'est pas tellement la question, hein. Le problème, c'est celui de l'accessibilité humaine, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens qui vont être des relais, des passeurs, qui vont reprendre et qui vont porter ces dynamiques, parce que si personne s'en empare, on voit bien que rien ne bouge. Et puis, l'accessibilité, c'est aussi les dispositifs qui sont mis en place. Et c'est là où la compétition, c'est un vecteur, ça permet de savoir que ça existe, donc ça permet de produire des discours, ça permet aux gens de s'identifier, de se reconnaître, mais on a besoin après de rendre des parcours de pratique inclusifs dans le sens là, réel où ça devient une culture commune, partagée. C'est normal que dans les clubs, on puisse y aller pour grimper. C'est normal qu'on puisse y aller dans les salles. C'est normal qu'on puisse aller dans les compétitions. Et ça ne... Et là, c'est tant mieux. C'est un projet de société, en fait. Hein, ça rejoint toute la question de construire une société inclusive dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous soyons porteurs de cette idée que c'est une évidence. C'est un droit, de toute façon. Et du coup, c'est une évidence et on le met en place. Mais tant que ça reste... Quand on est, ah oui, mais il faut que ça soit des spécialistes, ah oui, il faut beaucoup de technique, oui, on n'est pas compétent. Vous voyez, c'est tout des freins qu'on se renvoie. Hein. Et là, hélas, il n'y a pas de bonne réponse à part prendre des moments comme ça, essayer de produire une pensée qui se construit au fur et à mesure. Je me permets d'enlever ma casquette de meneur de table ronde pour prendre celle de connaisseur du changement humain personnel. Je pense qu'il faut faire attention aux injonctions de « il faut que » nous prenions en compte, il faut que ça devienne une évidence. Je pense que tout changement personnel est lent et effectivement qu'aujourd'hui être là présent à cette table ronde, c'est un pas et qu'il y a plein d'autres pas à faire si vous voulez aller dans cette direction-là. Mais il y a une décision à prendre et ça se fait pas
d'un seul coup. C'est pas une évidence. On aimerait que ça le soit. Un jour, ça le deviendra, j'en suis sûr. Ça se fait petit à petit. Bonjour et merci. Je voulais savoir comment grimper une personne non-voyante. Est-ce quelqu'un lui décrit la voix? Est-ce qu'il y a des systèmes techniques qui... J'ai dit n'importe quoi, des prises sonores, j'en sais rien en fait. Alors, je vais essayer. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je vais répondre rapidement. Alors, c'est quelque chose qui passionne. La grimpe pour les déficients visuels, c'est à tous les coups. Dans les compètes, tout le monde attend ce moment-là. Et ça passionne parce que ça nous projette justement dans un imaginaire qu'on ne maîtrise pas. Alors, il existe des techniques, mais les techniques, elles ne sont pas technologiques. Il y a un exemple méconnu. Je vais vous donner 2 exemples technologiques qui montrent à quel point ça ne sert à rien. C'est un rocher qui a été équipé dans la Nièvre, où en fait on a inséré à l'intérieur de la falaise des petites puces sonores. Il faut aller au syndicat d'initiative, réserver des bracelets. La personne met les bracelets, elle monte, et normalement quand elle s'approche de la prise qui a été choisie, le bracelet se met à sonner. Et à l'époque, on pensait que c'était formidable. Mais en fait, il y a 2 voix comme ça, une en 5A et l'autre en 5B. Vous voyez ce que ça produit. C'est-à-dire, t'es déficient visuel, tu vas grimper là, il n'y a que ces 2 voix-là. Après, il y a eu des essais de prises lumineuses, ce qui questionne sur la déficience visuelle. Donc on va dire qu'on court vers l'impasse. Aujourd'hui, l'accès à une grimpe sportive, elle se fait par le guidage. Et je pense que c'est quelque chose justement qui enrichit nos grimpes, parce qu'on est dans un binôme. Alors j'ai la chance de pouvoir le vivre et sur le haut niveau, et c'est passionnant, parce qu'on crée un binôme, on crée une vraie cordée. La performance de la grimpeuse ne se fait que parce que le guide est performant, et le guide est performant si la grimpeuse l'est. Vous voyez, c'est une interaction, et donc ça, c'est quelque chose qui enrichit nos pratiques de grimpe, parce qu'on en a peu l'habitude. On commence à avoir l'habitude de se flasher les voies, de se donner des conseils, on le sait tous, ça nous aide. Des fois, dans des pas durs, on est content d'être flashé du bas, etc. Voilà, alors ça se fait par un système de guidage. Rapidement, c'est un système d'horloge. On donne un code, on va dire pour chaque main, 2 heures. Une distance, alors moi c'est mon système, 2, moyen ça veut dire là, long c'est ici, court c'est là, et je dis pince, voilà, 2 heures moyen pince, tac, ok, et à partir de là c'est le centre de l'horloge, ça va être midi long inversé, hop, voilà, et ainsi de suite. Donc ça demande une grande connaissance de l'un et de l'autre pour que ça fonctionne, puisque la problématique, c'est celle de la gestion de l'effort et de la consommation énergétique. Si on met 3 heures à guider, Et du coup, est-ce qu'il y a un temps préparatoire d'analyse de la voix, ou est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, je dis n'importe quoi, des scans de voix en 3D, des trucs en braille où on pourrait la lire aussi? J'en sais rien. Je voudrais juste, Yves, si tu voulais rebondir. Je voulais juste compléter, et ça répond un peu à votre question. Je pense que c'est une impasse aussi, cette affaire technologique. Moi, j'ai l'expérience d'emmener des non-voyants en grande voie, en extérieur, donc on n'est plus dans le système de compète avec un guidage immédiat. L'essentiel du travail, il y a une petite description de la voix, mais il repose sur la mémorisation par la personne non-voyante de ce qu'il explore avec ses mains, mémorisation pour les prises de pied. Et toute la voix se fait comme ça, c'est-à-dire par tâtonnement, et puis mémorisation et succession de mouvements comme ça. Et la personne arrive à se débrouiller toute seule sur des longueurs. Alors, évidemment, pas dans des niveaux forcément très élevés, mais pareil, il y a toute une marge de progrès là-dessus. Donc c'est une autre pratique, et il n'y a besoin d'aucune technologie, d'aucune adaptation. Ça valorise les qualités de la personne non-voyante qu'elle a développées, en fait, sensorielle et de mémorisation. Dans sa vie quotidienne, elle est basée là-dessus. Quand elle traverse la rue, qu'elle prend le métro, qu'elle va en voyage, elle passe son temps à s'adapter à son environnement. Donc c'est la même démarche. J'ai envie de répondre là aussi rapidement. Votre question, elle est aussi, comment on adapte? Mais la question se pose peut-être autrement. Si on dit aux personnes non-voyantes, comment tu t'y prends? Et si je dis comment tu t'y prends, moi j'ai des potes non-voyants qui n'ont jamais fait d'escalade. Je suis sûr que si je les envoie avec Yves demain, ils vont être totalement adaptés. Parce que justement, ils sont là, vous les voyez dans l'environnement, vous ne savez pas qu'ils sont non-voyants. Parce que justement, ils ont pris tout un système, ils n'ont pas leur canne blanche, mais ils ont un système d'exploration de l'environnement très discret, qui fait qu'ils savent exactement comment la salle est configurée, peut-être mieux que vous. Et ça, je pense que c'est important de renvoyer à la personne qui grimpe, elle va chercher quelque chose. Elle va chercher à éprouver quelque chose. Et elle seule peut être en mesure de dire,
j'ai besoin de ça, j'ai besoin de Yves pour la sécurité parce que j'ai quand même besoin, même si j'y vois rien, qu'on m'assure. Mais le reste, je me débrouille. Et après, effectivement, c'est l'échange qui va permettre d'explorer, d'aller plus loin. On arrive au bout du temps de cette table ronde. Donc on a abordé beaucoup de sujets sur qu'est-ce que c'est que le handicap et comment ça s'organise dans le sport et dans l'escalade. J'espère que ça vous a permis, ça vous aide à remettre en perspective votre pratique. On parlait de la diversité de nos grimpes, elle nous concerne tous. Et également le regard et l'évolution possible de votre regard et de nos comportements, de nos interactions avec des personnes qui sont différentes. Donc si vous voulez poser des questions qui sont différentes et qui sont semblables, je me pose moi-même encore beaucoup de questions et encore beaucoup à faire. Donc si vous avez plus de questions, je pense que vous serez OK peut-être pour rester un petit peu au pied de l'estrade. Et sur ça, je vous souhaite un très bon salon de l'escalade. Merci beaucoup d'être venu.